Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Et notre invité ce matin, Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Carole Delga, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Carole Delga, vous allez être ministre ou pas ? Non, j'ai indiqué au président de la République que je souhaitais qu'il y ait un Premier ministre de gauche, puisque dans le cadre du Front républicain qui a gagné, c'est la gauche qui est arrivée avec une légère tendance en tête, et le Premier ministre n'est pas de gauche, donc en cohérence, je ne fais pas partie du gouvernement. Le président de la République vous l'a proposé ? Le Premier ministre nouveau vous l'a proposé ou pas ? Non, nous avons... Sérieusement, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux avec Michel Barnier, nous avons parlé du pays et également du rôle des régions, parce qu'il m'a appelé en tant que présidente de Région de France. Mais Michel Barnier, comme Emmanuel Macron, connaissait ma position, parce donc que j'ai l'habitude de parler vrai. J'ai l'habitude de parler vrai, de ne pas changer d'avis. Je ne suis pas une girouette. Bon, alors on va parler vrai. Donc il ne vous a rien proposé, c'est clair. On est bien d'accord. Nous avons parlé du pays, c'est clair. Bon, vous n'avez pas parlé de gouvernement. La question du gouvernement n'est pas, pour moi, un enjeu personnel. La question du gouvernement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les Français. Les Français nous ont dit qu'ils voulaient plus de politique macroniste, qu'ils ne voulaient certainement pas l'extrême droite, et qu'il fallait qu'il y ait plus de justice. Qu'il voulait plus de justice sociale. Mais c'est pour ça que j'ai toujours demandé à ce qu'il y ait un Premier ministre qui soit une personnalité de gauche et pas du nouveau Front populaire. Parce que j'ai soutenu le nouveau Front populaire pour que l'extrême droite ne gagne pas. Mais ce que nous ont dit les Français, c'est pas le nouveau Front populaire avec une majorité absolue. Ils nous ont donné une tendance à gauche. Il faut être honnête et il faut être respectueux du vote des Français. Alors soyons clairs, parce que c'est un peu... brumeux tout ça. Vous soutenez le nouveau Front populaire, on est bien d'accord ? Oui, tout à fait. Mais vous ne soutenez pas LFI, on est bien d'accord ? Tout à fait. Vous êtes en rupture totale avec LFI. Je suis en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Avec Jean-Luc Mélenchon et avec ses lieutenants. Oui, tout à fait. On est d'accord. Vous êtes en désaccord. Bon. Mais vous soutenez le nouveau Front populaire. Vous vouliez un candidat de gauche au poste de Premier ministre. Vous vouliez un homme ou une femme de gauche. Tout à fait. Bon. Alors, le problème, c'est que vous avez, dans un premier temps, soutenu Lucie Castet, qui était soutenue par LFI, on est bien d'accord, qui voulait appliquer le programme plus ou moins écrit, plus que moins, par LFI. Et puis, c'est ce que je ne comprends pas très bien, Carole Delga. Alors, je vais vous expliquer. Ensuite, vous avez soutenu l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Oui, mais là, LFI n'en voulait pas. Non, alors, il y a plusieurs... Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous rappeler quand même le contexte. Alors, expliquez-moi. On a une dissolution précipitée. On a 15 jours pour faire campagne. Moi, je suis profondément attachée à mon pays, à la France, et je ne veux pas que l'extrême droite gagne ce pays après des résultats aux européennes où il y avait une dynamique pour l'extrême droite. Donc, nous faisons l'union de la gauche, mais nous mettons des conditions. Raphaël Glucksmann, comme moi, nous mettons des conditions sur la question des valeurs, c'est-à-dire il était hors de question de valider le communautarisme qui est prôné par certains de LFI. Il était nécessaire d'avoir une lutte absolue contre l'antisémitisme et d'avoir le soutien au peuple ukrainien pour ne rappeler que les principaux engagements. Nous faisons la campagne, nous avons le Front républicain qui gagne. Qui arrive en tête. Non, le Front républicain. Pas tout à fait pareil. Non, le Front républicain a gagné. Le Front républicain, pardon. Voilà, on est d'accord. Voilà. Cher Jacques Bourdin. Le Front républicain a gagné. Et dans ce Front républicain, nous avons une légère avance pour la gauche. Donc, en cohérence, j'ai toujours indiqué que je souhaitais que ce soit une personnalité de gauche. Je n'ai pas souhaité m'inscrire juste dans un soutien inconditionnel à Lucie Castet. Lucie Castet, j'étais quand même un peu étonnée de ce choix, mais nous étions après fin août et on parlait de Bernard Cazeneuve. C'est pourquoi, au sein du Parti socialiste, j'ai défendu qu'il y ait un soutien clair à Bernard Cazeneuve, ce que la direction du Parti socialiste n'a pas souhaité, et je le regrette. Pourquoi n'a-t-elle pas souhaité cela ? Parce qu'elle est aux mains d'LFI ? Parce qu'elle est sous l'influence d'LFI ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui en parle très bien. Il dit
qu'il y a certains députés socialistes qui dépendent de LFI pour être réélus. Et c'est là où c'est terrible dans le moment politique où nous sommes, c'est qu'on ne parle pas des Français et que ce sont juste des jeux d'appareil. Ce sont juste des jeux d'appareil et ce sont des discussions entre dirigeants de partis. J'ai bien compris, Olivier Faure est faible avec Jean-Luc, parlons clair, est faible avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'il doit sa réélection à Jean-Luc Mélenchon. Parlons clair, ce qu'il faut pour la gauche, ce qu'il faut pour la gauche et pour le Parti socialiste, c'est qu'il incarne une alternative aux politiques macronistes et qu'il soit un parti de gouvernement. Alors comment allez-vous faire ? Non, mais comment je vais faire ? Moi, je fais en Occitanie. J'ai 6 millions d'habitants. Je ne prends pas mes ordres auprès de la direction du Parti socialiste. Quand je recrute des médecins salariés, c'est 100 000 consultations qui ont été faites pour les Occitans et les Catalans. C'est 14 millions de billets à 1 euro dans les trains. Donc, j'agis, je sais ce que c'est que d'amener des politiques de justice sociale avec ma majorité. On privilégie le pouvoir d'achat, on fait la rentrée scolaire la moins chère de France. Donc moi, j'arrête de bavasser depuis très longtemps. J'ai jamais eu de goût pour vraiment parler, pour ne rien dire. Il faut être cette gauche du fer et de l'action. La gauche radicale et la gauche de gouvernement, on est bien clair. Il y a très clairement une gauche qui est dans l'invective et qui est dans la brutalisation du débat, qui n'est pas claire sur la laïcité, avec laquelle j'ai de nombreux désaccords et sur là, je suis intransigeante. Et il y a la gauche que nous devons incarner, mais nous sommes nombreux. Il y a bien sûr Raphaël Glucksmann, je pense aussi à Karim Bouamran, je pense à Hélène Geoffroy, je pense à Philippe Brun. Et là, on est une équipe, on est la gauche au boulot pour la France du travail. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que le travail soit une valeur essentielle et qu'il y ait une juste rémunération. 2 questions encore sur la gauche, et puis nous passerons à autre chose. Est-ce qu'il faut un candidat unique de la gauche en 2027 à la présidentielle ? Non, mais je pense que, si vous préférez, il faut arrêter de parler de la présidentielle. Mais tout le monde en pense. Non, mais c'est pas vrai. Ah non, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas un homme politique ou une femme politique qui n'y pense pas. Non, mais moi, je vous parle des Français. Il faut sortir de ce petit mondillo. Je veux dire, moi, sur le terrain, je peux vous assurer... Pardon ? Vous pourriez être candidate, vous, en 2027. Non, mais c'est pas le sujet. Moi, hier, j'étais sur le terrain. Vous me dites non ? Je vous dis que je ne suis pas candidate à la présidence de la République parce que ce n'est pas cela mon sujet. Mon sujet, vous ne serez pas candidate à la présidence de la République en 2027. Jean-Jacques Bourdin. Vous ne serez pas candidate à la présidence de la République en 2027. Je ne suis pas candidate en 2027 parce que ce que je veux, c'est que les Français, quand ils bossent, ils aient une rémunération digne. Je veux que l'éducation nationale ait des moyens. Je veux que les gens aient accès à la santé et qu'il y ait des moyens aussi pour l'hôpital public. Je veux une revalorisation des salaires. On va arrêter de parler de sujets annexes. Hier, j'étais sur le terrain, dans l'Hérault. Personne ne m'a parlé de la présidentielle. En revanche, des fins de mois difficiles, tout le monde m'en parle. Mais bien sûr. Alors arrêtons d'être déconnectés et changeons la vie des Français. C'est ça que la gauche doit faire. Et quand François Ruffin accuse LFI de pratiquer une politique racialiste dans sa façon d'aborder les élections et d'essayer de convaincre les électeurs, il a raison ou il a tort? Vous l'avez constaté, vous aussi? En politique, on doit avoir un seul discours. Un seul discours sur tous les territoires de France. Et donc, quand on est de gauche, ce qu'on doit avoir comme priorité, c'est l'investissement dans les services publics. Vous avez constaté et c'est une juste ce qu'a dit François Ruffin. Mais bien sûr qu'on l'a tous constaté. On le sait très bien que Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants, ils jouent sur un vote communautariste. Vous comprenez que quand on entend des membres de LFI qui disent que l'abaya va pouvoir être dans des lycées, c'est à rebours complètement des principes de laïcité et des valeurs socialistes. Donc tout cela, on le sait, que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir un vote communautaire et en contradiction complète d'ailleurs avec tout l'engagement qu'il a pu avoir pendant 30 ans. Donc on ne peut pas continuer à être dans une trahison de ses valeurs, de son cheminement politique juste pour une ambition présidentielle. Travaillons pour la France. La France, elle est en mauvaise posture. Vous avez vu ce qui se passe au niveau européen. Vous avez vu quand même qu'on nous impose de changer de candidat pour un commissaire européen. Oui. Depuis quand la Commission européenne, qui ne voulait plus de Thierry Breton. mais depuis quand la Commission européenne impose un choix
au président de la République française. La France, elle doit être forte, elle doit être respectée. Et tant qu'on sera dans ces tractations politiciennes, on perdra tout crédit. Alors on doit avoir un gouvernement au boulot, et on doit avoir un gouvernement qui comprend les difficultés des Français. Alors, Carole Delga, un mot quand même sur la demande de destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce pour vous une manœuvre politicienne? Elle n'a aucune chance d'aboutir. Est-ce une manœuvre politicienne? Oui, c'est une manœuvre politicienne. C'est la politique que les Français exècrent et c'est la politique que je déteste. Parce que là, on perd du temps. On perd du temps. Ça ne sert à rien. Ça n'aboutira pas. Je veux dire, Emmanuel Macron, je suis en désaccord avec lui, il ne respecte pas le vote du peuple, mais il ne remplit pas les conditions fixées par la Constitution pour la procédure de destitution. Il faut arrêter de raconter du flan aux Français. Voilà. La gauche, elle doit bosser. Oui. La gauche, elle doit être responsable. Michel Barnier, qui pourrait augmenter les impôts, doit-il le faire? Nous avons une situation budgétaire qui est extrêmement complexe, avec une dette qui a explosé. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est sérieux, quand on est responsable? On fait des économies et on augmente les recettes. Est-ce que la fiscalité en France est juste? Non, elle n'est pas juste. Oxfam l'a très très bien dit sur la question, par exemple, de l'héritage. Proportionnellement, quand vous êtes fils de millionnaire, vous payez moins de droits sur l'héritage que quand vous êtes fils d'un ouvrier. Donc on doit avoir une fiscalité juste. Donc il doit y avoir une taxation des super-profits pour les entreprises. Oui. Il doit y avoir également une taxation sur les plus hauts revenus et on doit travailler la proposition d'Oxfam sur la question du droit pour des droits sur les héritages des plus hauts revenus. C'est indispensable. Vous le demandez à Michel Barnier. Et je demande à Michel Barnier, bien sûr, de travailler sur des économies, sur le fonctionnement de l'État, et en particulier sur les doublons qui existent entre les collectivités locales. Fait-on des économies? Parce que j'ai entendu les accusations de Bruno Le Maire. Vous les avez entendues. Oui, contre les collectivités territoriales. Non, en disant ce sont les collectivités territoriales qui ont trop dépensé. 16 milliards d'euros, je crois que c'est le chiffre qu'il a donné. Oui, mais ce sont des accusations. Vous avez trop dépensé. Ce sont des accusations mensongères. Et je lui ai répondu en tant que présidente de Région de France. On va quand même être sérieux et on va arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que vous voyez l'image qu'on donne aux Français. On parle de destitution et on explique que la dette, elle explose à cause des collectivités locales. Les collectivités locales, elles votent leur budget à l'équilibre. Oui. Elles votent, le budget à l'équilibre, donc elles ne participent pas au déficit. Et la dette, on est responsable pour 8%. C'est-à-dire, quand vous avez un problème, vous attaquez pas aux 92% du problème, vous attaquez aux 8%. Vous n'êtes pas prêt de le résoudre, votre problème. Donc, les collectivités locales, elles peuvent être source d'économie dans le cadre du budget de l'État si on leur donne plus de moyens de décision. Il faut avoir maintenant une France qui donne du pouvoir localement et on arrête d'avoir des ministères qui lancent des appels à projets à n'en plus finir sans connaître la réalité du terrain. Donc, pour avoir des économies de fonctionnement, il faut que l'État soit sur ses missions régaliennes, la sécurité, bien sûr, toutes les questions de défense, l'éducation nationale et la santé, et les collectivités locales. Nous devons être, en particulier les régions, sur les aides aux entreprises, sur la question des transports, et puis également sur la transition écologique et énergétique. Partout en Europe, durcissement face à l'immigration illégale. N'est-il pas temps de durcir la politique migratoire de la France? Franchement. Non, mais franchement... Ce débat, comment le regardez-vous? Ce débat, je le regarde avec beaucoup d'attention et avec de l'humanité, mais de la fermeté. Ça veut dire quoi, la fermeté? Non, ça veut dire que on doit parler clairement de la question de l'immigration. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? On veut faire croire que parce qu'il y a de l'immigration, il y a de l'insécurité. Il faut se parler vrai, c'est ça, c'est la petite musique. Et cela, tous les faits, toutes les études, démontrent qu'il n'y a pas une corrélation entre insécurité et immigration. La question de l'immigration. Pourquoi des gens quittent leur pays, quittent leur village, traversent la Méditerranée au péril de leur vie? Parce que c'est la misère. Parce que ce sont les bombes qui leur tombent sur la tête. Et nous devons les accueillir tous? Nous devons les accueillir avec humanité. Nous devons permettre à chacun de trouver sa dignité. Et il faut bien sûr, dire qu'il y a une obligation d'accueil, une obligation d'humanité. Et
à ces personnes, leur dire qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de la République. C'est-à-dire, ils respectent, bien entendu, les lois de la République, comme tous les Français. Humanité et également respect des lois de la République. Il y a des chiffres qui sont têtus, 320 000 titres de séjour accordés en 2023 en France et des éloignements qui sont en baisse. Nombre de titres de séjour en hausse et éloignements en baisse. Parce que, oui. Non, mais parce que donc, ce que vous pensez non, mais moi je qui pense est bon, rien du tout, je pose la question. Moi, allez-y, on va être clair, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'immigrants en France. Non, je ne dis pas ça du tout. Moi, je vous pose la question. Moi, je dis, quand vous regardez ces deux chiffres, que dites-vous ? Je dis clairement, l'immigration a toujours été une chance pour la France et nous avons besoin d'avoir une population qui puisse être diverse. Nous en avons besoin pour des questions économiques. Qui c'est qui fait le ménage ce matin dans ce studio ? On est totalement d'accord. Donc une immigration choisie. Non. Vous défendez une immigration choisie. Non, je suis une femme de gauche, donc je suis cohérente. Je ne suis pas sur une immigration choisie, parce qu'on ne fait pas le tri entre les êtres humains. On ne fait pas le tri. Mais des pays le font. Mais moi, je suis en désaccord. Des pays démocratiques le font. Le Canada, par exemple. Je suis en désaccord avec une immigration choisie où on fait le tri avec les personnes humaines. Je ne suis pas dans l'angélisme. Nous avons un devoir d'humanité et pour ces personnes que la guerre, que la misère pousse en dehors de leur pays, nous les accueillons et nous leur demandons de respecter les lois de la République. Carole Delga, ça gronde dans les campagnes. Oui. Les agriculteurs sont en colère. Oui, tout à fait, je vous le confirme. Oui. Que demandent-ils aujourd'hui ? Plus d'attention, ils demandent quoi ? Ils demandent de pouvoir vivre dignement de leur travail. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous êtes agriculteur, et tout particulièrement éleveur, vous n'arrivez pas à vivre dignement de votre travail. D'il y a quelques mois, rien n'a été résolu. Alors, nous avons plusieurs sujets sur cette question de la crise. Il y a tout d'abord les maladies pour l'élevage. Sur la MHE qui a touché vraiment les bovins, il y a une problématique qui est vraiment en train de se régler maintenant, c'est-à-dire qu'on est en train de définir les zones où il va y avoir des aides pour les éleveurs victimes de la MHE. Et donc, truc incroyable, l'Occitanie, le Sud-Ouest, qui a été la région la plus touchée, puisque c'est de là d'où sont partis tous les mouvements de protestation, eh bien, elle serait exclue de la zone où les éleveurs seraient aidés contre la MHE. Donc vous demandez à ce que les éleveurs soient aidés ? Oui, je demande à ce que l'Occitanie et tout le sud de la France soient dans cette zone où il y a des aides pour les éleveurs touchés par la MHE. Ensuite, il y a une autre épidémie qui est en train de se propager, c'est la FCO. Alors, sans être très technique, il y a deux variants, un que nous connaissions, la FCO 8, et un qui arrive, la FCO 3. Donc là, il y a besoin de vaccination de façon forte comme pour la MHE. Donc aujourd'hui, il faut que l'État français donne les moyens aux agriculteurs de pouvoir se vacciner, mais aussi de pouvoir reconstituer leur cheptel, parce que les mortalités sont très très fortes. Il y a la question du revenu pour les agriculteurs, et il y a aussi la question de la considération, du respect pour les agriculteurs, parce qu'ils sont excédés d'être présentés comme des pollueurs. Il y a quelques mois, finalement, n'a servi à rien. Elle a servi. La considération, rien n'a changé dans la considération vis-à-vis des agriculteurs. Je trouve que sur la question des aides, très objectivement, il y a des aides qui ont été débloquées, mais là, la répartition de ces aides, de ce que dit le gouvernement, elle n'est pas du tout efficace, elle n'est pas du tout réaliste. Et ensuite, sur la question de la considération, non, ça n'a pas évolué. Bon. Ce que veulent les agriculteurs, c'est qu'ils ne soient pas stigmatisés. On ne peut pas présenter les agriculteurs juste comme des pollueurs. Je veux dire, il y a quoi même pas 5% des agriculteurs qui ont des comportements qui sont irrespectueux. Il faut voir quand même que les agriculteurs, ils nous nourrissent, ils aiment la terre et ils ont à cœur de faire des bons produits. Dans le Comminges, votre région. Oui, ma région natale. Votre région natale, salon agricole à Saint-Gaudens, du 19 au 22 septembre, les Pyrénéennes. Et d'ailleurs, Sud Radio est associé. Nous aurons plusieurs émissions là-bas, en direct. Donc on entendra toutes ces récriminations et cette colère, on va l'entendre, j'en suis absolument certain. Et je voulais vous poser une dernière question sur l'A69. Le dernier bastion d'opposants a été évacué
à 25 km de Toulouse. Donc ça y est, c'est bon là. Pour vous, enfin c'est bon. Je vais vous répondre sur la 69, mais en premier, je reviens quand même sur les Pyrénées. Alors, moi, je dis de 19 au 22 septembre, vous venez au plus grand salon de l'agriculture qu'il y a en territoire rural, c'est à Saint-Gaudens. Il y a le salon de Paris et il y a le salon des Pyrénées. Des Pyrénées, à Saint-Gaudens, en Comminges, le sud de la Haute-Garonne, au cœur des Pyrénées. Vous verrez des agriculteurs passionnés qui font des super produits. Qui font des super produits, vous vous régalerez, vous allez découvrir des femmes, des hommes qui sont engagés et qui ont envie de vous faire partager leur passion. Pour vous répondre sur la 69, le dernier lieu d'occupation illégale, en effet, a été fermé. Feu vert, et c'est une bonne chose. L'état de droit s'applique. Et quand est-ce que je paierai mon péage sur la 69 ? Dans 14 mois. Dans 14 mois, l'autoroute sera ouverte. Tout à fait. Merci, Carole Delga. Merci beaucoup. Il est 8h57. Vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, Patrick Roger.